Le projet d'Institut éco-citoyen pour la prévention et recherche en santé environnementale et me joindre aussi à elle sur le fait de se féliciter, de pouvoir soutenir ce projet et de féliciter aussi le collectif Stop au cancer de nos enfants qui a effectivement, je peux aussi en témoigner, mené ce projet à bras-le-corps avec beaucoup de persévérance, de sérieux et d'engagement pour pouvoir doter notre territoire de cet Institut éco-citoyen qui va permettre de mettre les citoyens et la science dans les réflexions, dans l'action sur les questions de santé environnementale. On dit souvent qu'il faut impliquer davantage les citoyens dans les politiques publiques. Ici, on voit que ils se prennent en main. C'est souvent un mantra, là c'est une réalité. On appelle à écouter davantage la science. C'est ce qu'ils vont faire avec un collectif de scientifiques, de la recherche participative. Et puis aussi, on a une grande chance d'avoir ce travail sur la santé environnementale qui va pouvoir être mené parce qu'il y a énormément à faire. L'OMS donnait comme chiffre que sur la pollution de l'air, en France, c'est 40 000 décès et 2 millions d'enfants asthmatiques. On estime que 25% des pathologies chroniques dans le monde, comme le cancer, les maladies respiratoires, cardiovasculaires, le diabète, peuvent être attribuées à des facteurs environnementaux. Ombline Carion faisait d'ailleurs le lien ce matin entre les enjeux de handicap et la santé environnementale. Donc cet institut va évidemment nous permettre de pouvoir travailler sur les causes, en particulier celles des cancers pédiatriques, mais aussi pouvoir analyser les fameux enjeux des effets cocktails, nos expositions aux multiples pollutions et aux polluants et ces effets cocktails qui sont souvent pas ou peu mesurés, nous permettent aussi de comprendre davantage ce que recouvre la santé environnementale, la pollution de l'air, l'omniprésence des plastiques, la pollution de l'eau, et peut-être essayer davantage de faire le lien entre les pathologies et ces pollutions qui est extrêmement difficile à faire. Je voulais aussi partager une inquiétude, puisqu'on découvre presque chaque jour de nouveaux risques et on observe la croissance forte de certaines pathologies, les cancers, les maladies auto-immunes. Et on voit que non seulement cette problématique n'est pas prise à bras le corps, mais que parfois les réponses apportées sont inquiétantes. Rien que ces derniers jours, en Loire-Atlantique, on a pu découvrir sur plusieurs sites l'exposition au PFAS, dit les polluants éternels, notamment sur les sites de Machecou, Saint-Malo de Guersac et Gétigné. Alors, j'ai écrit à l'ARS pour avoir des informations, pour savoir quelles mesures sont prises pour protéger les habitants, quelle analyse, quelle information des populations. On a également notre problématique des captages. L'enquête publique est en cours sur Machecou, alors que tout récemment, on a détecté des nouveaux polluants avec, selon Atlantico, pour un grand nombre d'entre eux, une impasse technique sur la capacité à traiter ces polluants qui viennent d'être identifiés. Encore cette semaine, nous avons eu le ministre de l'Agriculture qui a demandé à l'ANSES, qui est pourtant une agence indépendante, de revenir sur la procédure d'interdiction du S-métolachlore puisque l'ANSES avait choisi de l'interdire à cause des risques sur la santé, demande du ministre de l'Agriculture de revenir sur cette décision. On a aussi appris la semaine dernière, dans une enquête dans Le Monde, qu'un tiers des eaux étaient contaminées au chlorothalonil, une substance classée cancérigène et dont les filières de traitement n'arrivent pas à se débarrasser. Atlantico, en Loire-Atlantique, a particulièrement été impliqué sur ce sujet. Voilà, juste ces dernières semaines, quelques nouvelles qui concernent la pollution environnementale et qui concernent notre territoire. Et j'espère que des initiatives telles que cet institut vont contribuer à pousser ce sujet. C'est pas une compétence départementale, c'est pour cela aussi que je me suis permise d'insister sur le rôle de l'État dans cette intervention. Mais nous sommes ravis et très heureux au département de pouvoir soutenir cette action qui a du sens. Et nous allons d'ailleurs poursuivre cet engagement avec un travail sur les perturbateurs endocriniens qui est prévu dans notre projet stratégique, avec notamment un travail pour la signature de la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Merci. La parole est à Laurent Dubost.